Spirou, ça fait partie de ces BD que tout le monde connaît de nom, mais que finalement peu de personnes ont lu. Et c'est dommage, parce que c'est une série qui possède de nombreuses pépites. Mais pour les déceler, il faut deux choses. Un bon tamis déjà, et surtout une connaissance étendue des rivières de la région. Ça tombe bien, je possède les deux. Une des choses qui rebute les potentiels lecteurs, nous le savons, outre le fait bien sûr que Spirou ressemble à une pâle copie de Tintin, ce qui est faux, c'est que Spirou, c'est le bordel. Il y a plein de BD différentes par plein d'auteurs différents, avec des styles graphiques différents, dans des univers différents. C'est un peu le comics à la française quoi. Dans cette vidéo, je vais donc essayer de vous donner quelques clés pour que vous puissiez y voir un peu plus clair. On ne va pas faire un historique complet et détaillé de chaque aventure et publication du Petit Groom, on va juste se contenter de débroussailler un peu le terrain et de faire sortir du lot quelques BD que vous pourriez apprécier. Dans cette vidéo, on va parler essentiellement de la série classique de Spirou et Fantasio, on passera sous silence les hors-séries et les séries dérivées, ça sera pour une prochaine fois. Je précise qu'il s'agit d'un guide de lecture à destination des néophytes. Ceux qui s'y connaissent déjà peuvent quand même regarder la vidéo, mais qu'ils soient prévenus. Nous avons fait des choix. L'idée c'est de donner des portes d'entrée pour les nouveaux lecteurs, pas de faire un exposé exhaustif sur l'histoire éditoriale de Spirou. Cela étant posé, nous allons enfin pouvoir commencer notre excursion dans le monde de Spirou et Fantasio. Allez, c'est parti. Faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une vidéo simple, où je dis des trucs simples. Parce que vous êtes trop cons. Simple, basique, ok. Ce qu'il faut avoir à l'esprit avant de commencer, c'est que Spirou, c'est une commande. Tout commence par Jean Dupuis, un imprimeur belge qui décide de lancer en 1924 son premier journal. Le fameux journal de Et non, je vous ai bien eu. Il s'agit du Moustique. Il faudra attendre encore quelques années, en 1938, pour que soit publié le premier journal de Spirou, un journal destiné à la jeunesse belge. Le fait est que Jean Dupuis voit d'un mauvais œil le débarquement des comics américains dans son pays, car il juge que leur mauvaise influence et leur manque de moralité pourraient contaminer la belle jeunesse belge. Jean, fervent catholique, décide alors de combattre le feu par le feu, et de publier ses propres bandes dessinées, avec un héros conforme à sa vision de la morale. L'un de ses fils lui parle alors d'un certain Rob Vell, de son vrai nom Robert Welter, un jeune dessinateur qui travaille au journal de Toto. C'est lui qui va donner naissance à Spirou. Dans la toute première histoire, Monsieur Papillon, le directeur du Moustique Hotel, demande au dessinateur de lui dessiner le groom le plus vertueux qui puisse exister. Ainsi soit-il, le dessinateur asperge ensuite son dessin d'un peu d'eau de vie, ce qui donne vie au groom. La toute première phrase de Spirou sera finalement « Spirou pour vous servir ». Les premières histoires seront essentiellement des petits gags humoristiques qui ont un peu mal vieilli. Par acquis de conscience, je dois vous dire que certains considèrent que c'est un certain Luc Lafnay qui a dessiné les premières aventures de Spirou, et que c'est la femme de Rob Vell, Blanche Dumoulin, qui en a écrit les premiers scénarios. En gros, si c'est bien à Rob Vell que les Dupuis ont demandé de créer le groom, il aurait lui-même relégué le travail à ses potes quoi. Nous sommes sur une vidéo pour néophytes, donc on ne va pas s'y attarder plus que ça, mais je pense que c'est important que vous gardiez en tête qu'à cette époque, être dessinateur de BD, c'était pas vraiment un métier reconnu et que les notions de droit d'auteur étaient un peu floues. À cette époque, aucun scénario n'est fixé à l'avance par les auteurs. Et mis à part le côté historique de la chose, ce Spirou n'a pas grande importance et ne vaut pas spécialement la peine d'être lu. Il n'est d'ailleurs pas publié dans la continuité officielle de Spirou, qui commence avec Franquin. Puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, Rob Vell, mobilisé dans l'armée française, finit par disparaître des radars et le jeune JG, seul dessinateur disponible, se retrouve à le remplacer en plein milieu d'une histoire déjà commencée. Bref, ça, c'est Fantasio. Ouais, sacré tronche, vous trouvez pas? À l'origine, Fantasio est un personnage qui anime le journal de Spirou, s'occupant plus particulièrement de la rubrique des jeux, et qui sera ensuite balancé dans les aventures de Spirou aux côtés du groom. Comme son nom l'indique, Fantasio est un personnage fantasque et fantaisiste, agissant selon sa pensée du moment et ne voyant pas plus loin que le bout de son nez. Comme je vous l'ai dit, aucune de ces aventures ne figure dans la liste officielle des aventures classiques de Spirou. Si vous regardez la 4e de couverture des albums de Spirou, il sera indiqué que le tome 1, c'est l'album 4 des aventures de Spirou et Fantasio par Franquin. En effet, c'est à partir de Franquin que Spirou va quitter la préhistoire, au sens noble du terme, pour entrer véritablement dans l'histoire avec un grand H. Franquin, c'est l'homme qui va reprendre Spirou après JG et qui va révolutionner la série dans les années 50. Après quelques histoires pour se mettre en jambes, il va commencer à écrire de véritables histoires avec des scénarios écrits à l'avance. Il va peu à peu s'éloigner du burlesque des débuts pour proposer des histoires plus sérieuses, mieux construites et ancrées dans leur temps. Son Spirou sera un immense succès. Il va conserver les 3 personnages principaux, Spirou, le héros au cœur pur,
Fantasio, son compagnon comique, Spip, le petit écureuil mascotte du trio, et il va les placer dans un univers plus stable que ses prédécesseurs. Sous Franquin, Spirou n'est plus un simple personnage de gag, il va devenir un véritable aventurier, un véritable héros. Et c'est à partir de là que l'on va pouvoir vous conseiller quelques albums. Le choix est assez difficile, car même si contrairement à beaucoup de personnes, Franquin n'est pas mon auteur de Spirou préféré, il n'en reste pas moins que c'est un auteur de génie. Et que faire le tri dans ses albums n'est pas évident. L'album fondateur est sans conteste Il y a un sorcier à Champignac. C'est la première grande aventure de Spirou par Franquin. Et surtout, c'est celle qui pose les bases de l'univers de Spirou tel qu'il existe encore aujourd'hui. Dans cet album, Spirou et Fantasio décident de partir en vacances à Champignac en Cambrousse pour y faire du camping. Mais rapidement, ils se rendent compte que quelque chose ne va pas. Les Champignaciens se plaignent d'événements bizarres, comme des vaches qui vieillissent de plusieurs années en quelques heures, ou encore la naissance de cochons bleus à poils noirs. Les campagnards accusent un bohémien d'être un sorcier et veulent le mettre dehors. Mais après une enquête, Spirou va se rendre compte que toutes ces bizarreries sont l'œuvre non pas du bohémien accusé à tort, mais du comte de Champignac, un savant excentrique qui travaille sur les champignons. Selon lui, les champignons sont capables de nombreuses choses et il s'est servi des vaches et des cochons comme cobayes pour ses expériences. Il cherche à développer le X1, un produit capable de décupler la force de celui qui l'ingère. Le comte de Champignac deviendra par la suite un ami proche de Spirou et Fantasio, à qui il fera régulièrement tester ses inventions champignonesques. La ville de Champignac en Cambrousse sera quant à elle de nombreuses fois le théâtre des événements de la série. Les bases étant posées, il serait de bon ton de se pencher vers le 4e tome de la série classique, Spirou et les héritiers. Dans cet épisode, Fantasio hérite de son oncle. Mais pour toucher le pactole, il doit remporter au moins 2 épreuves sur les 3 que lui a concocté son oncle. S'il échoue, ce sera Zantafio, son cousin, qui obtiendra la mise. Malheureusement pour Fantasio, son cousin est un homme malhonnête et tricheur, prêt à tout pour gagner. Heureusement pour Fantasio, c'est bien lui qui gagnera, ce qui lui vaudra une rancune tenace de la part de son cousin, qu'il recroisera à de nombreuses reprises au fil de ses aventures. Les 3 épreuves sont les suivantes. Inventer un objet utile, gagner une course automobile, et finalement, partir en Palombie capturer un marsupilami. Et oui, c'est aussi dans cet album que cette drôle de créature apparaît pour la première fois. Notons 2 autres albums en passant. Tout d'abord, Le Dictateur et le Champignon, tome dans lequel nos 2 héros devront affronter à nouveau Zantafio, alors devenu dictateur de la Palombie, et qui souhaite envahir les pays voisins. Armés du marsupilami et d'une invention du comte de Champignac, le métomol, un champignon qui fait fondre les métaux, ils vont devoir se rendre sur place pour saboter l'armée palombienne et empêcher le déclenchement du conflit militaire. C'est un excellent album, antimilitariste et légèrement désabusé, sorte de vision fantasmée de comment on aurait pu éviter la Seconde Guerre si Spirou avait vraiment existé. L'autre album que je voulais vous citer, c'est Le Nid du Marsupilami, qui est assez différent du reste de la série. Ici, il n'est pas question de Spirou et Fantasio. L'histoire est en fait un documentaire sur le marsupilami étudié dans son environnement naturel par ses cotines. C'est l'un des albums les plus doux et poétiques de la série, du Franquin typique au meilleur de sa forme. Nous devons aussi citer le diptyque formé par Z comme Zorglub et l'ombre du Z, qui, comme vous l'avez deviné, constitue la première apparition du 2e antagoniste majeur de Spirou et Fantasio, le grand vilain Zorglub, scientifique fou qui ne souhaite qu'une chose: dominer le monde. Il a inventé dans ce but la Zorglonde, un objet qui permet de contrôler l'esprit des gens et de les transformer en Zorglom, des esclaves à la solde de Zorglub. Ce dernier est sans aucun doute l'adversaire le plus célèbre du Groom et peut-être le plus dangereux. Cela dit, malgré sa mégalomanie, Zorglub n'est pas fondamentalement mauvais, contrairement à Zantafio. Et, comme beaucoup de méchants de nos jours, il finira peu à peu par devenir un presque ami des héros, malgré ses nombreuses tentatives de domination du monde. Un album culte. Voilà, on va s'arrêter ici pour Franquin. Je sais bien que les connaisseurs vont se sentir frustrés. Quoi? Tu n'as pas parlé de QRN de Bretzelberg? Eh bien non. Je pense très sincèrement que QRN ne peut s'apprécier à sa juste valeur qu'une fois qu'on s'est imprégné du style et des thèmes de Franquin. Tout vient à point, à qui sait attendre. Pour les petits nouveaux qui se trouveraient intéressés par cette époque de Spirou, je vous mets toutefois en garde. Franquin, ça a vieilli. Attention, je ne dis pas mal vieilli, mais je dis vieilli quand même. Et je me doute que je ne vais pas me faire que des amis en vous disant ça, mais je vous le dis quand même parce qu'il faut bien que quelqu'un le dise, Franquin, c'est pas un auteur qui plaît à tout le monde. Ce n'est pas parce que c'est un auteur majeur de la bande dessinée et que c'est objectivement un grand artiste que vous allez forcément accrocher. Il y a peut-être d'autres périodes de Spirou qui vous donneront plus envie et il ne faut pas en avoir honte. N'écoutez pas les puristes. Franquin n'est pas un horizon indépassable. Et oui, le Fils de Bulle est une chaîne qui prend position et qui n'a pas peur de se faire des ennemis.
Blague à part, pour certains fans, Spirou c'est Franquin, et tout ce qui a existé après ne vaut pas la peine d'être lu. C'est le même genre de personnes qui prétendent qu'après les années 90, le rap n'a plus rien proposé de qualitatif. Laissez-les donc dans le passé, et faites-vous plaisir. Si vous êtes capable d'apprécier à la fois Franquin et les auteurs qui vont lui succéder, vous serez sans doute les gens les plus heureux du monde, car vous aurez eu le meilleur de chaque époque. Car oui, même après Franquin, Spirou, c'est bien. Et même peut-être, selon vos goûts, que vous trouverez ça mieux. Cela dit, les puristes ont raison sur une chose, c'est que pour succéder à Franquin, il faut être un auteur solide, et que ses successeurs ne l'ont pas toujours été. Franquin a dessiné Spirou pendant plus de 20 ans, pressé dans tous les sens par Dupuis, exigeant toujours plus de Spirou pour son journal. Fatalement, Franquin finit par craquer et tombe en dépression, écœuré à la simple mention du groom. Avant de quitter le navire, il obtient de Dupuis les droits sur les personnages de Gaston et du Marsupilami qu'il a tous deux inventés. Il sera remplacé au pied levé par Fournier, un auteur à propos duquel les avis des lecteurs sont mitigés. Modernisant le personnage et le transformant en jeune homme opposé au nucléaire dans des aventures à la fois plus fantastiques et plus poétiques, sa reprise de Spirou ne fait pas l'unanimité. C'est un peu le Spirou de mai 68 pour faire simple, les revendications sexuelles en moins. Malgré certains albums plutôt bons comme L'Encou ou le Gris-Gris de Nyoko Lakoba, on va passer sur la période Fournier qui n'est pas une époque majeure dans le développement du groom. Jugé trop lent par Dupuis, qui aimerait pouvoir publier plus d'aventures de Spirou, il est progressivement écarté de la série. Plusieurs noms sont évoqués pour remplacer Fournier, et finalement, après de nombreux essais de la part de différents auteurs, Dupuis décide de confier les rênes de Spirou à Nick et Covin, déclenchant alors la pire époque de Spirou et Fantasio. Le Spirou de Nick et Covin est nul. Mais vraiment, c'est pitoyable. D'une rare indigence et d'une médiocrité inouïe. Pour leur défense, il faut leur accorder que c'est un peu la faute de Dupuis. En effet, l'éditeur a expressément demandé au duo de laisser de côté l'univers de Franquin pour essayer de se défaire de son héritage et de passer à autre chose. Mauvaise idée. Détachés de leur propre univers, les deux héros patinent et les 3 albums du duo sont unanimement décriés. La véritable renaissance de Spirou post-Franquin a lieu dans les années 80, sous les plumes conjointes de Tom et Jean-Ry. C'est le deuxième âge d'or du personnage. Leur Spirou est moderne, ancré à la fois dans l'univers de Franquin, plein d'humour, et dans celui des lecteurs, bien plus réaliste. C'est personnellement ma période préférée. Ce que j'aime dans le Spirou de Tom et Jean-Ry, c'est que, comme l'avait dit BD Mancy dans une vidéo, les aventures qu'il propose possèdent un côté réflectif sur le personnage, un discours méta. Spirou est un héros de franco-belge classique, à l'instar de Tintin ou d'Astérix. Il réussit tout ce qu'il entreprend, n'échoue jamais, il est courageux, attentionné, célibataire, etc. Tom et Jean-Ry vont reprendre la plupart de ces clichés en tant que base pour développer leurs aventures. Cela va leur permettre de pouvoir écrire du Spirou tout en jouant avec ce qu'il est, et donc de pouvoir se libérer du poids de la reprise d'un héros d'une telle envergure et d'une telle histoire éditoriale. En gros, puisque c'est difficile de reprendre le personnage, ils vont en profiter pour rire de lui, avec lui, à travers leurs albums. Là où c'est le plus tangible, c'est quand on regarde les albums qui mettent en scène Vito Cortisone, le mafieux italien. Celui-ci est construit comme un miroir déformant des héros et il possède toutes leurs qualités en mode inverse. Là où Spirou et Fantasio sont bienveillants, Vito est raciste. Là où ils sont chanceux, il est poisseux. Là où ils ont une forme olympique, Vito est un peu plus body positif, comme on dit aujourd'hui. Faut dire que Vito est à la base un immigré italien venu à New York pour faire fortune dans le business de pizza bas de gamme. En parlant de pizza, dans Spirou à New York, cette dernière finit par devenir la couverture parfaite de Vito, finalement devenu le padré de la pègre italienne. Malheureusement pour lui, il est malchanceux, tellement malchanceux qu'il est le seul à craindre la pluie et que tous ses cigares lui explosent à la figure. Pour contrer sa poisse, il décide donc d'organiser un jeu concours en cachant une clé d'or dans ses boîtes de pizza. Le principe est simple. Celui qui trouvera cette clé d'or sera forcément l'homme le plus chanceux du monde, et Vito pourra donc se servir de lui pour résoudre ses problèmes. Évidemment, ça tombe sur Spirou et Fantasio, puisqu'en tant que héros franco-belges, ils sont forcément les plus chanceux. A noter cependant que leur soi-disant chance est relative. S'ils sont tombés sur cette pizza bas de gamme, c'est parce qu'ils étaient fauchés et qu'ils n'ont pu se payer que ça. Fantasio trouve la clé en l'avalant et donc en manquant de s'étouffer. Ensuite, il se retrouve coincé dans des guerres de gangs, et pour finir, le $1 million promis à celui qui trouverait la clé d'or finira par leur échapper des mains. Donc oui, Spirou et Fantasio sont chanceux par rapport à Vito, mais pas vraiment dans l'absolu. C'est toujours eux qui se retrouvent dans la panade. Ils ont de la chance de s'en sortir, mais finalement, leur chance, c'est surtout un aimant à emmerde.
Par la suite, dans Vito la Déveine, Tom et Jean-Ry nous proposent un Fantasio déprimé d'être toujours le second et de ne pas avoir les qualités de son ami. Dans les franco-belges, le héros est souvent accompagné d'un sidekick plus maladroit que lui. Astérix a son Obélix, Tintin a son capitaine. Ce sidekick est là pour apporter la touche d'humour et d'humanité qui manque à leur partenaire. Ici, Fantasio se plaint de n'être toujours que dans l'ombre de Spirou, de moins plaire aux filles que lui, et de n'être que le clown de service. Pourtant, l'histoire va montrer que Spirou ne pourrait pas survivre sans lui. Dans Vito la Déveine, c'est bel et bien Fantasio qui va le sauver des griffes du mafieux. À la fin de l'histoire, ce sera d'ailleurs Spirou qui va se mettre à déprimer, déçu de ne pas être aussi drôle que Fantasio. Je passe assez vite sur cet album car BD Mancy a fait une vidéo d'analyse assez complète dessus que je vous invite à aller voir. À la fin de l'album, Spirou nous dit que Fantasio est parti finir sa soirée avec une femme. Le coquinou. Cela nous emmène vers notre thème suivant, la sexualité. La sexualité, c'est un thème mis sous silence dans les classiques du franco-belge. Tintin n'a aucune romance, Lucky Luke non plus. Dans Luna Fatale, Tom et Jean-Ry vont apporter de la sensualité dans l'univers de Spirou. Étant un héros franco-belge, ce dernier est un célibataire endurci, moins intéressé à vivre des aventures qu'à vivre l'aventure, la grande. D'entrée, Fantasio nous propose sa première exposition de photographies, qui sont en fait des photographies de femmes nues, ce qui n'est pas pour nous déplaire, et ce qui est une première dans la série. Ironiquement, cette exposition est faite dans un but caritatif pour une association menée par des bonnes sœurs. C'est encore un album avec Vito, et ce dernier a donc encore un plan en rapport avec les vertus de Spirou. La mafia italienne perd peu à peu ses membres, courtisés par Sourire de Jade, une asiatique si belle que les mafieux abandonnent Vito pour rejoindre la pègre chinoise, ou bien s'entretuent pour savoir qui aura l'honneur de passer la nuit avec elle. Vito décide donc de faire appel à Spirou qu'il voit comme un homme insensible au charme féminin. Il va d'abord le tester en envoyant des créatures de rêve le charmer, mais comme prévu, Spirou ne se révèle pas intéressé. Il sera donc tout à fait capable de vaincre Sourire de Jade, dont le charme va faire un effet trempette, contrairement à celui de la fille de Vito, Luna Cortisone, avec qui il va avoir une petite aventure. Bref, finalement, Spirou est un homme comme les autres, c'est juste que ce n'est pas un homme facile et que ses faveurs se méritent. Dans ces trois aventures, on voit que les caractéristiques des héros franco-belges deviennent le prétexte même pour inventer des histoires. La chance, l'insensibilité au charme féminin et le rôle soi-disant secondaire du sidekick. D'autres thématiques seront explorées dans les autres albums. Le courage des héros dans L'Afrousse aux trousses, sa bienveillance à l'égard des étrangers dans Le Rayon Noir, c'est aussi à Tom et Jean-Ry que l'on doit la série du Petit Spirou. Si l'enfance des personnages est un thème récurrent dans les mangas et les comics, ce n'est que rarement le cas dans le franco-belge, où l'origine des héros n'a pas beaucoup d'importance. Dans la jeunesse de Spirou, Tom et Jean-Ry vont modifier l'origine du groom. Ils prétendent que la version de Robvel, dont nous avons parlé au début de la vidéo, n'est qu'une légende, et que Spirou est un orphelin tout simplement déposé à la porte du Moustique Hotel. Il est donc selon eux recueilli par un couple de grooms s'habillant toujours ainsi. C'est une façon gentille de se moquer de la tenue incohérente de Spirou qui n'a finalement jamais été groom, ou en tout cas pas longtemps, en lui offrant une explication encore plus absurde. Spirou s'habille en groom parce que ses parents sont grooms. Cela leur permet aussi d'imaginer que Spirou n'a pas toujours été le héros que l'on connaît et qu'il a passé son enfance à faire des bêtises avec ses petits camarades. Finalement, le duo va tenter un coup de poker avec leur dernier album, Machine qui rêve. Dans ce dernier, le ton et le trait deviennent bien plus réalistes. Les auteurs mettent de côté l'humour pour proposer un récit haletant dans lequel Spirou perd la mémoire et ne peut plus faire confiance à personne, même à ses propres amis qui semblent essayer eux aussi de l'arrêter. Même si cet épisode est aujourd'hui globalement apprécié des fans, il n'a pas eu le succès escompté à sa sortie, la rupture de ton étant trop brutale pour les lecteurs, et le duo sera à son tour remercié. En 2004 arrive le nouveau duo, Morvan et Munuera, venu apporter un vent de fraîcheur dans la série. Munuera, le dessinateur, fan de manga, décide d'amener une touche japonaise dans la série, accentuant le dynamisme des cases et mettant une emphase particulière sur la représentation du mouvement. Morvan, le scénariste, décide quant à lui de se servir de tout ce que les auteurs ont fait avant lui dans la série pour construire son histoire. Il est le premier auteur à vraiment essayer de construire une continuité générale dans la série. Contrairement à ses prédécesseurs, il ne fait pas exclusivement référence au travail de Franquin. Dans L'homme qui ne voulait pas mourir, il fait référence à la création de Spirou par Robvel en le transformant en cauchemar récurrent que fait le groom. Dans Spirou à Tokyo, il fait revenir le personnage d'Ito Kata, un personnage inventé par Fournier.
Et bien sûr, dans Aux sources du Z, il fait voyager le Groom dans le temps, remontant les albums de Franquin les uns après les autres. On a déjà parlé de cet album dans la vidéo suivante, que je vous mets aussi en lien en description. Allez la voir si vous voulez plus de détails concernant cette histoire. Malheureusement pour les deux artistes, ni la touche manga, ni le côté méta ne vont plaire aux lecteurs, et au bout de 3 albums seulement, ils seront mis à la porte par Dupuis. Si leur Spirou n'est effectivement pas le meilleur de la série, il a pourtant selon moi été jugé un peu trop vite. L'homme qui ne voulait pas mourir est un bon album, quoi qu'on en dise, mais c'est une période un peu particulière chez Spirou, et ils ne font pas partie des tomes que l'on peut considérer comme étant des piliers de la série, et je ne pourrais donc pas vous les recommander si votre but est de débuter dans la série. Sous la plume de Franquin, Spirou n'est déjà plus Groom, mais reporter, bien qu'il conserve son costume de travail. Fournier, le successeur de Franquin, abandonnera peu à peu le costume de Groom pour faire porter à Spirou des vêtements plus communs, tout en conservant ses couleurs. Robvel se dira attristé de cette décision. Lui voulait que Spirou soit un Groom, servant dans différents hôtels du monde, prétexte à un grand nombre d'aventures autour de la planète. Pour lui, Spirou a perdu son essence. Chez Tom et Jean-Ry, qui arriveront plus tard dans la série, le costume fait son grand retour, justifié par le fait qu'il le porte par habitude en souvenir du temps où il était Groom. C'est en tout cas ce qu'ils nous disent dans l'histoire du Groom et du président. Morvan et Munuera mettront à leur tour le costume de côté, mais ce dernier fait de la résistance et revient une nouvelle fois sous la plume de Johan et Velman, qui vont détourner le rôle du costume. Chez ces derniers, Spirou est la mascotte du journal de Spirou. Spirou et Fantasio sont donc des reporters qui travaillent pour ce journal. Cela permet aux auteurs de justifier le port du costume dans leurs albums. Dans le premier par exemple, Spirou est en tournée promotionnelle pour le journal et sera happé dans une aventure avant de pouvoir se changer. Dans le second, c'est Zorglub qui va offrir le costume à Spirou, le condamnant alors à porter ce vêtement iconique qu'il semble ne pas particulièrement apprécier. Dans Les Griffes de la Vipère, il portera son costume parce qu'il n'a pas le choix, obligé qu'il est par contrat à revêtir son costume. Dans le groupe de Sniper Alley, il le porte parce qu'il voyage en tant que vedette du journal de Spirou, venu rendre une visite de soutien aux forces armées de Belgique dans un pays étranger. Enfin, dans La colère du marsupilami, il enfile son costume de Groom pour être plus facilement reconnaissable du Marsu qu'il n'a pas revu durant des années. Pour terminer sur le costume, Spirou va le porter dans Super Groom, un univers où il va devenir un super-héros à la Batman. Cela confirme que le costume de Spirou est important et qu'il constitue une part non négligeable de son identité. Tout comme les héros de comics doivent porter un masque et une cape et un slip, les héros de franco-belge doivent aussi enfiler leur propre costume iconique pour être reconnus en tant que héros. Puisque nous en sommes à parler de Johan et Velman, ne nous privons pas. Eux aussi perpétuent l'héritage de Tom et Jean-Ry en créant des histoires réflectives de Spirou. Nous avons longuement parlé du costume de Spirou, mais ce n'est bien sûr pas le seul rapport méta à la série. Plus généralement, les deux auteurs interrogent, que ce soit dans ce port du costume ou dans leurs histoires, la place de Spirou dans le monde et dans son propre univers. Ce que j'apprécie particulièrement dans ce run, c'est la trame de fond qui s'en dégage, liant les albums entre eux comme s'il ne s'agissait pas seulement d'aventures disparates, mais d'une seule et même grande aventure. L'élément méta le plus visible se trouve dans Les Griffes de la Vipère, un de mes albums préférés et qui possède l'un des meilleurs titres de toute la série. Dans cette histoire, pour éviter que le journal de Spirou ne coule, Spirou va devoir signer un contrat avec la Viper Corporation, un gros investisseur qui accepte de financer le journal en échange de parts de marché. Malheureusement, Spirou est comme nous, et il ne lit pas les petites lignes du contrat. La Viper n'a pas seulement racheté le journal, elle a aussi racheté son nom et sa mascotte. Ce dernier se voit donc obligé d'obéir aux directives de son investisseur. Spirou croisera sur cette île un certain Bad Guy, lui aussi racheté par cet investisseur privé. Le propos est assez évident. Spirou, qui a été à la base un symbole de la BD franco-belge, un modèle sur lequel les enfants pouvaient se caler, est devenu une simple licence comme les autres, dont le but principal est de faire un maximum de fric. Dans les mains, ou plutôt dans les griffes de la Viper, Spirou est donc une licence commerciale, une image sur laquelle on peut capitaliser. Il n'obéit plus à ses propres désirs, ou plutôt à ceux des auteurs, mais à des logiques marketing de rentabilité. Il est sans cesse surveillé, ses prises de parole sont préparées à l'avance, etc. Heureusement, à la fin de l'histoire, le contrat sera rompu, permettant ainsi à Spirou de renouer avec lui-même. Enfin, c'est ce que prétendent les auteurs. Dans tous les cas, cet album reste une critique envers les investisseurs privés qui s'emparent des objets culturels en déclin, non pas pour perpétuer des traditions, mais pour se remplir les fouilles, arrachant les héros aux auteurs pour remplir un cahier des charges. Il existe donc pour le moment 3 grandes périodes dans les publications de Spirou et Fantasio.
La première, celle de Franquin, pose les bases solides d'un univers dans lequel les autres auteurs devront prendre leur marque et essayer de s'amuser. Le duo qui va le mieux s'en sortir, c'est Tom et Jean-Ry, qui va s'amuser du personnage et de son statut d'avatar de héros franco-belge. Par la suite, Johan et Velman ont eux aussi réussi à transformer l'essai en questionnant la place même de Spirou dans son propre univers, maintenant que Franquin n'est plus là. Les autres auteurs, Fournier, Nick et Covin, ainsi que les M&M, ont essayé aussi tour à tour, mais avec des résultats bien moins concluants. Du mal à s'imposer dans un univers construit par un autre pour Fournier, l'impossibilité d'ancrer leur Spirou dans son propre univers pour Nick et Covin, et un essai maladroit de la part des M&M. Pour lire Spirou, vous avez donc le choix entre 3 grandes périodes. Comme je vous l'ai dit, ma préférée est celle de Tom et Jean-Ry, mais la plus culte chez les fans reste celle de Franquin. En fin août de cette année est sorti le dernier tome en date de la série Spirou et Fantasio, dessiné par Schwartz et scénarisé par Guérive et Habitant. Sobrement nommé La mort de Spirou, annoncé par Dupuis comme étant la dernière aventure du Groom, les fans l'attendent au tournant. C'est le moment de vous demander de vous abonner à la chaîne, car je publierai sans doute une critique de cet album en vidéo dans les jours qui viennent. On rappelle au passage l'existence de notre page Tipeee si jamais vous voulez nous soutenir. J'espère que ce petit guide de lecture de Spirou et Fantasio pourra vous servir, et que les commentaires pourront continuer à vous aiguiller au sein de cette série. En attendant la prochaine vidéo, surtout, n'oubliez pas, lisez de bonnes BD. Abonné. On le dit pas moi. Je suis un nouveau pauvre. Je suis encore sponsorisé par personne.